les apprentis de Dark Vador. Vous connaissez Dark Vador et vous savez que son ancienne facette, Anakin Skywalker, a eu une apprentie, Ahsoka Tano. Quelque chose qui a énormément choqué lorsque cela a été présenté pour la première fois aux fans à la fin des années 2010. Anakin aurait donc eu une apprentie. Mais comment était-ce possible? Mais enfin, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est arrivé. Et aujourd'hui, on aurait du mal à imaginer le contraire. Et là où je vais vous surprendre, c'est que dans le Legends, Dark Vador, cette fois-ci sous sa casquette de Seigneur Sith, a pu être l'instructeur d'énormément de personnages que je vais justement vous présenter. Et si vous pensez tous les connaître, laissez-moi vous dire que vous êtes très loin du compte. Et commençons donc d'emblée avec Antinis Tremaine. Ah bah ouais, je vous avais prévenu que vous alliez découvrir des choses. Antinis a, comme beaucoup d'autres, débuté son apprentissage de la Force aux côtés des Jedi. Et lorsque la guerre des clones éclate, lui, comme nombre d'apprentis, se façonne une personnalité à partir de leur expérience de la guerre. Et la brutalité de celle-ci affecte tout particulièrement notre jeune Padawan. Cependant, avant la fin du conflit, celui-ci est capturé par des séparatistes qui se révéleront être des agents de Palpatine. Lorsque le nouvel ordre est proclamé, Antinis et d'autres de ses confrères sont conduits sur Bice, un nom qui ne vous est peut-être pas totalement inconnu, puisqu'il s'agit du monde à partir duquel l'empereur va se reconstruire un nouvel empire dans le cas où le premier devrait s'effondrer. Sur place, le Padawan attend son heure et puis finalement il reçoit la visite d'un homme étrange, vêtu d'une immense armure noire. Celui-ci avait été envoyé par son maître, l'empereur, pour sélectionner des êtres qui seraient en mesure de traquer des Jedi. Antinis et les autres reçoivent donc l'ordre d'attaquer Vador qui les repousse sans mal, et ce sans même utiliser une arme. Cependant, notre intéressé parvient à surprendre Vador en manipulant les commandes de son armure, ce qui impressionne ce dernier qui décide de le sélectionner pour intégrer le tout nouveau corps des Inquisiteurs. Et oui, l'Inquisitorius existait également dans l'ancien univers étendu. Mais Antinis n'était pas le seul. 3 autres de ses camarades ont pu intégrer le corps. Lanou Passik, Almer, et attention pour le dernier, ils se sont surpassés pour le nom, Gwelib Ap Liouf. Je suis sûr que je l'ai pas bien prononcé. Et les autres survivants, quant à eux, sont tout bonnement exécutés. Les Inquisiteurs peuvent ainsi débuter leur apprentissage auprès de Vador, qui les réprimande lorsque leur passé de Jedi reprend le dessus, et qu'ils osent se mettre sur la défensive. Un Sith doit toujours avoir l'offensive, attaquer le premier. En intégrant le premier cette leçon, Antinis devient l'un des favoris de Vador. Rapidement et par la force des choses, les nouveaux inquisiteurs sont confrontés à leur premier Jedi, et la mission est très loin d'être un succès. Heureusement pour eux, s'ils tâchaient de conserver le secret de leur échec, le Seigneur Noir n'en serait jamais mis au courant. Le destin d'Antinis après la chute de l'empereur est assez obscur. En revanche, pour l'un de ses camarades, Almer, celui-ci avait même pu devenir un grand inquisiteur durant la guerre civile galactique, et c'est même ce dernier qui s'est chargé de l'interrogatoire de la nouvelle sénatrice de Chandrila après le départ de Mon Mothma, et malheureusement pour elle, elle sera condamnée à mort suite au jugement rendu par l'inquisiteur. Et puis, lorsque l'empereur chute sur Endor, Almer, comme nombre de ses confrères, répond à l'appel du grand inquisiteur Jerek et rejoint les rangs de l'alignement de Pentastar créé par le grand Moff Ardus Kane. Celui-ci prendra même le titre de Grand Inquisiteur à la place de Jerek lorsque celui-ci est vaincu par Kyle Katarn. Concernant nos 2 autres protagonistes, Lanou Passik, celle-ci rejoint les rangs de l'amiral Zinj, tandis qu'Ap Liouf de son côté se rend sur Bice pour servir l'empereur ressuscité, où il est certainement décédé après l'utilisation du Galaxy Gun qui vient détruire la planète ainsi que tous ses habitants. Mais passons maintenant au second que vous connaissez sans aucun doute, Starkiller, ou plutôt devrais-je dire Galen Marek. Né sur Kashyyyk d'un père et d'une mère Jedi, Galen est rapidement découvert par Vador qui décide d'en faire son apprenti. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous raconter de nouveau son histoire, que vous connaissez sûrement déjà, et je vous invite à voir cette vidéo si ce n'est pas le cas. En attendant, je préfère plutôt mettre une question sur la table. Est-ce que, d'après vous, Vador comptait sincèrement utiliser Starkiller pour destituer l'empereur et prendre sa place? Ou à l'inverse, vous pensez que Vador ne comptait rien faire du tout et que Starkiller était surtout le jouet de l'empereur dans son plan qui visait à découvrir qui étaient les principaux acteurs de la rébellion? Me concernant, voilà ce que j'en pense. D'après moi,
Rien n'échappe jamais longtemps à l'empereur. Vador est son jouet, il est sous son emprise, il ne peut rien lui cacher. On le voit bien dans les films d'ailleurs quand il s'agit de Luke. Palpatine lit dans Vador comme on lit dans un livre ouvert. Il est persuadé que Vador est sa chose, qu'elle lui obéira quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui conduit à sa perte d'ailleurs. Il a été incapable de comprendre l'amour que pouvait avoir un père pour son fils. Et c'est cet élément qui lui a échappé qui a permis à Vador de trouver une fenêtre pour se débarrasser de lui. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Starkiller n'était pas vraiment un fils pour Vador, ce n'était qu'un élève. Et peut-être moins encore s'il était prévu dès le départ que celui-ci ne soit qu'un outil dans le vaste plan de Dark Sidious. En revanche, je ne peux pas mettre de côté le fait qu'il est dans la nature des Sith de s'entre-déchirer, et au fond de lui-même, Vador espère forcément un jour pouvoir prendre la place de son maître. Alors, si Starkiller avait été en mesure de lui faire croire que cela aurait été envisageable, je pense que Vador aurait pu sincèrement associer ses forces à celles de son élève dans ce but. Cependant, comme on peut le voir dans le premier opus, Vador sait qu'ils ne seront pas à la hauteur, que Palpatine est trop puissant pour eux. C'est pour ça qu'il trahit son élève, physiquement et psychologiquement. Mais tout de même, la fin du jeu ou de sa novélisation montre bien que Starkiller aurait su tenir tête à Palpatine, ou tout du moins qu'il était capable de lui poser problème, même s'il a logiquement été vaincu. Je pense que c'est cela aussi qui pousse Vador à faire cloner son élève dans la suite. Comme il ignore encore qu'il a eu des enfants qui sont bel et bien toujours en vie, il essaye peut-être de retrouver ce semblant de paternalité qu'il a connu avec Galen et qui lui a échappé quand son épouse est décédée. Je pense donc que secrètement, et depuis qu'il a su qu'il aurait pu devenir père, Anakin souhaite du plus profond de son cœur renverser l'empereur. Car il n'est pas aveugle au point d'oublier tout le mal qu'il a pu commettre, et comme il l'avait dit à Padmé, il espérait pouvoir régner sur la galaxie, notamment à ses côtés et avec leurs enfants. Voilà donc mon opinion à ce sujet. Pour résumer, je pense que Starkiller n'était qu'un jouet, un outil plus précisément pour l'empereur, mais que si celui-ci avait eu la même filiation que Vador pouvait avoir avec Luke, alors je pense que l'apprenti de Sidious n'aurait pas beaucoup plus hésité pour tenter de renverser son maître. Mais passons dès maintenant aux apprentis suivants, et comme vous allez le voir, on va aborder un niveau de canonicité des œuvres un poil plus complexe, étant donné que ces personnages viennent soit de mangas, voire même de comics Marvel, datant de la fin des années 70 ou du début des années 80. Mais on va voir ça au cas par cas. Pour commencer, nous avons le cas de Tao, introduit pour la première fois dans Perfect Evil, un manga qui a toujours eu une canonicité un peu ambiguë. Mais quoi qu'il en soit, ces dernières réimpressions se sont faites sous le label Infinities, ce qui le classifie d'emblée dans les œuvres à ne pas prendre en compte dans l'histoire avec un grand H, même dans le Legends. Mais voyons donc ce que ce manga sorti en 2005 peut nous raconter. Comme souvent, même si c'était nouveau à l'époque, l'histoire de ce personnage débute peu de temps après l'Ordre 66. Lorsque lui et d'autres réfugiés sont pris pour cible par une escouade d'élite menée par Vador, qui élimine le maître Jedi de Tao, ce qui plonge ce dernier dans une rage folle qui parvient même à impressionner Vador. Ce dernier décide donc de l'épargner, et mieux encore, d'en faire son élève. C'est marrant parce qu'on pourrait clairement rapprocher cette histoire de celle de Starkiller alors qu'elle est sortie quand même quelques années avant. Bref, après cela et malgré l'entraînement prodigué par le Seigneur Noir, Tao refuse de se laisser pleinement aller à l'obscurité, ce qui déçoit logiquement son maître. D'autant plus lorsque celui-ci découvre la survie de son vrai fils, Luke Skywalker, et que Tao n'est donc plus vraiment digne de son intérêt, et il l'invite même à s'en aller librement. Alors évidemment, il ne reste pas libre très longtemps, car il est capturé par les gardes de l'empereur, qui ordonnent à Vador d'exécuter cet élève qu'il lui avait caché. Le problème étant que Vador n'en avait pas spécialement envie, alors Palpatine utilise la force pour contrôler les membres de Vador, et le forcer à blesser mortellement l'apprenti. Voyant en cette occasion le moyen de le faire basculer définitivement, Vador conduit son élève blessé sur le monde où il l'avait récupéré et où il avait fait détruire tout ce qui lui était cher, sauf que sur place, au lieu de se laisser aller à la colère, eh bien rien ne va se passer comme prévu. Car Tao voit en cet acte une forme de bonté, car il est heureux de pouvoir mourir sur son monde natal. Il part donc l'esprit libre, exprimant sa conviction à Vador qu'il y a encore du bon en lui. Ce qui laisse le Seigneur Sith un peu bouche bée et pour la première fois depuis des années, c'est un arrière-goût de remords qu'il peut ressentir.
Bref, vous l'aurez compris, c'est pas l'histoire du siècle, il y a certes une forme d'ironie dramatique un peu sympa dans le fait de voir Vador qui pousse son élève à basculer du côté obscur et au final qui obtient tout l'inverse, mais bon en même temps ça le fait aussi passer pour quelqu'un de pas très malin, donc bon, au moins vous aurez sûrement découvert quelque chose aujourd'hui, et place à l'histoire suivante. Caris et Flint. Ouais, je sais les noms peuvent faire rire, mais on parle là de personnages introduits à une époque où l'Empire contre-attaque n'existe même pas concernant la première, et où le retour du Jedi était tout juste sorti concernant le second. Rendez-vous compte, Caris est un personnage créé par le célèbre Chris Claremont, l'auteur qui allait donner véritablement leurs lettres de noblesse aux X-Men, ainsi que toute leur profondeur à travers des arcs devenus cultissimes, comme la célèbre saga du Phénix Noir. À l'époque de la guerre des clones, le monde natal de Caris souffre du conflit, mais elle et les siens sont sauvés par des Jedi tels qu'Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. En raison de sa sensibilité à la Force, ce dernier promet à Caris qu'il trouvera un moyen de lui faire intégrer l'ordre Jedi. Quelques années plus tard, Anakin, devenu Dark Vador, tient sa promesse et vient chercher celle qui devient son élève. Elle apprend ainsi le maniement du sabre laser et de ses formes les plus périlleuses, telles que le Vapad. Elle développe également son art de la sorcellerie, étant même en mesure d'invoquer des sortes de démons de fumée. Vous vous rappellerez de tout ça quand vous trouverez que Disney fait des choses qui ne sont pas du Star Wars, car visiblement, dès 77, il y avait déjà ce genre d'excentricité, et ça fait certainement partie des trucs les moins bizarres que je pourrais vous présenter. Bref, ça c'était juste pour la petite piqûre de rappel pour dire que la définition que l'on donne à Star Wars appartient à chacun d'entre nous et qu'elle peut logiquement être très différente. Après cela, Caris revient sur sa planète dont elle prend le contrôle au service de l'Empire. Quelque temps plus tard, des contrebandiers coréliens dont faisait partie Han Solo s'échouent sur la planète et sont confrontés à la tyrannie de la souveraine locale, mais celui-ci parvient à s'enfuir. Au final, c'est bien Luke Skywalker, affublé d'un tout nouveau et magnifique costume qui lui permet de voler, qui parvient à se défaire de leur ennemi. Rayon magique! Et dans le cas de Flint, vous allez voir, vous allez être surpris par son armure. Celui-ci était le fils d'un ancien Jedi, et après une rencontre avec les rebelles, celui-ci se jure de devenir quelqu'un d'important, quelqu'un capable de changer les choses. Pour cela, il entre au service de Vador en tant que Stormtrooper dans un premier temps, après que celui-ci ait reconnu son potentiel. Enfin, son apprentissage peut se produire, et Flint devient un brillant utilisateur de la Force, et pour marquer son nouveau statut, celui-ci se dote d'une toute nouvelle armure qu'on pourrait qualifier de resplendissante. Après cela, il va se retrouver confronté à un autre personnage dont on parlera dans quelques instants. Mais franchement, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on peut remercier les comics Marvel de l'époque, car je trouve ça trop cool de voir quelle vision de Star Wars pouvaient avoir des auteurs dont certains de renom, comme on l'a vu ici avec Claremont, mais ça marche aussi avec Alan Moore, à une époque où seulement un film existait. Je trouve ça trop bien car ça nous prouve aussi quand même qu'on revient d'assez loin. Et donc, maintenant qu'on a vu leur cas, comment ne pas nous intéresser à un autre personnage qui nous vient de cette époque, mais qui a tout de même comme différence notable qu'elle est parvenue à surmonter les années pour devenir une antagoniste ultra importante plus de 20 ans après sa première apparition. Je parle bien sûr de Lumiya. Personnage introduit là encore dans les comics des années 70-80, Lumiya naît sur Coruscant et intègre très tôt les milieux occupés par l'élite galactique. Son talent lui permettant d'attirer le regard et l'intérêt de Dark Vador, et tandis qu'elle se forme aux arts de l'espionnage la journée pour servir l'Empire, la nuit c'est Vador qui l'instruit à l'art du côté obscur. Pour l'une de ses premières missions, Lumiya doit infiltrer les rangs de l'Alliance rebelle, ce qu'elle parvient à faire en faisant également la connaissance de Luke Skywalker qu'elle tente de séduire. Au cours d'une mission de pilotage, elle parvient à faire en sorte que le héros Jedi détruise son vaisseau par mégarde, ce qui va le déshonorer, en plus de le plonger dans une forme de dépression. En réalité, Lumiya n'était pas morte. Son corps a été retrouvé plus tard par les Impériaux, puis réparé. Une fois remise sur pied, Vador la présente à son maître, l'empereur Palpatine, ce qui lui permet de faire la connaissance d'une certaine Mara Jade, main de l'empereur. Vador offre donc son élève à son maître pour qu'elle le serve également comme sa nouvelle main, ce que ce dernier accepte. Après cela, Lumiya met la main sur des ouvrages perdus des Sith qui lui permettent notamment de façonner une arme assez originale, un fouet laser.
Bien sûr, elle sera ensuite de nouveau confrontée à Luke Skywalker, mais également à Flint, que je vous ai présenté plus tôt, dont elle deviendra la supérieure après qu'elle l'ait battue dans un combat. Et de son côté, celui-ci aura, des années après, le droit à une forme de rédemption qui lui coûtera la vie, car c'est à n'en point douter Lumia qui est venue l'assassiner pour se venger de sa traîtrise. Enfin, bien des années après la mort de l'empereur ou de l'invasion des Yuuzhan Vong, Lumia se fera remarquer en poussant le jeune Jacen Solo à embrasser le côté obscur, au point de lui faire assassiner Mara Jade, pourtant l'épouse de son oncle, Luke Skywalker, ce qui pousse ce dernier d'ailleurs à la traquer, persuadé qu'elle est la responsable du meurtre de sa femme. Et je crois que vous ne pourrez jamais trouver un Luke plus froid ou plus terrifiant que dans cette incroyable série de romans qu'est l'héritage de la Force. Au-delà de ça, ce qu'on peut aussi remarquer avec ces comics des années 80, c'est de la diversité qu'on peut rencontrer chez ces personnages, que ce soit en termes de couleurs, d'hommes, de femmes, d'aliens. C'est assez impressionnant pour l'époque. Mais enfin, venons-en au bout en abordant l'histoire de l'un des derniers serviteurs de Vador, Ennix Divian. Alors en réalité, c'est pas tout à fait dernier, car il y en a eu d'autres, mais je trouve que la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je vous laisse tout de même leur nom si vous voulez aller plus loin. Mais concernant Ennix, à la différence des autres, celui-ci n'était pas sensible à la Force. Il se fait d'abord remarquer par l'empereur en œuvrant au sein du bureau de sécurité impérial et devient l'un de ses meilleurs assassins. Il attire ainsi l'attention de Vador, qui décide de poursuivre son entraînement en le formant à d'autres méthodes de combat. Les deux guerriers peuvent même s'exercer à travers des vrais duels. C'est d'ailleurs au cours de l'un d'entre eux qu'Ennix peut perdre un œil, et en guise d'ultime test, celui-ci est laissé seul sur la planète Onogre, où il doit survivre face à une horde de commandos Nogri, qui compte alors parmi les meilleurs assassins au service de Vador. Et là encore, celui-ci y parvient. Mais après les diverses défaites rencontrées par l'empereur, Divian ne se reconnaît dans aucun de ses successeurs. C'est ce qui le conduit à former sa propre faction, l'Empire Restauré. Il rencontre alors de nombreux soutiens et parvient même à assembler une immense flotte composée notamment d'anciens croiseurs de la guerre des clones, tels que des Acclamators ou des Venator. Finalement, Ennix doit faire face à son destin autour d'Orinda lorsqu'il s'engage dans une lutte à mort contre l'ancien garde royal de Palpatine, Kir Kanos, qui avait justement juré de venger la mort de son seigneur en éliminant toutes les personnalités qu'il estimerait comme étant responsables de cette disparition. Et Ennix était sur sa liste. Et au cours de leur duel, Divian finit bien par avouer que sa loyauté à l'ancien empereur n'était qu'une manière pour lui de servir ses propres ambitions. Malheureusement, le chemin s'arrête là, car persuadé d'être supérieur à son adversaire, Ennix fait preuve d'arrogance et permet à celui-ci de l'atteindre, ce qui lui est fatal. Voilà plus ou moins ce qu'il y aurait d'essentiel à dire concernant les apprentis spécifiquement sélectionnés par Dark Vador. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quoi qu'il arrive, je suis sûr que vous aurez appris des choses aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, de mon côté, je vous encourage à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos et anecdotes que j'ai à vous apprendre. Si vous appréciez mon travail et que vous désirez m'encourager, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou bien ici en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à tous ceux qui rejoindront notre fidèle équipage. Bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.